Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro, avec aujourd'hui comme invité Antoine Decaune et Xavier Cos qui sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous venez nous présenter... Comment t'appelles-tu? David. Bonjour David. Enchanté. Enchanté aussi. Vous venez nous présenter ce magnifique livre, bande dessinée, Île déserte, Georges ou la vie sauvage. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok. Devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre. Parlez un peu moins vite parce que Xavier est à peine réveillé. Là. Donc si vous activez ce buzzer, ça passe automatiquement à la question et vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Négatives, d'accord. Ok. On est bon? Allez, voici maintenant la question promo. Question promo. Antoine, vous racontez l'histoire réelle de votre papa qui va partir sur une île déserte avec l'idée de rester un an sur place. Votre papa est-il un symbole de la liberté? Ah, de la liberté, en tous les cas de l'indépendance, certainement. Ouais. C'est à l'époque où ça se passe, en 1962, c'était un journaliste reconnu qui travaille sur la télévision française, la seule chaîne, qui présente le journal de 20 heures, qui est une figure respectée, mais en même temps toujours très libre. C'est-à-dire libre de ses propos, de ses commentaires, ce qui lui a toujours coûté cher dans sa vie. Et à chaque fois que il a un problème à cause de ça, il s'en va. Il part ailleurs. Et là, en l'occurrence, il part sur une île déserte avec l'idée d'y tenir un an dans des conditions d'un naufragé. Comment vous avez géré ça dans le cercle familial? On le découvre aussi dans le livre, cette absence qui pèse pour l'enfant. Bah oui, moi j'ai 8 ans à l'époque, donc c'est bizarre d'avoir un père qui disparaît littéralement de la surface de la Terre, alors qu'il disparaît sans disparaître, parce que comme tous les soirs, il fait un compte-rendu à la radio de sa journée sur son île, je l'entends quand même. Il est loin, mais il a disparu physiquement, il n'est plus là. Donc mais vous vous inquiétez aussi? Bien sûr que je m'inquiète. Bah oui, je m'inquiète, j'ai mon papa qui est à l'autre bout du monde sur une île en danger... Et je suis très inquiet, évidemment. Je suis d'une nature inquiète. Xavier, comment vous avez fait pour retracer toute cette histoire? Est-ce qu'il y a un travail d'enquête? Je sais qu'Antoine a dû rechercher des documents avec le carnet du papa pour retranscrire tout ça. Vous l'avez fait tous les deux? Ouais, et n'ayons pas peur des mots, on était vraiment comme des chercheurs d'or. Ouais. En fait, son père était, comme tu aimais à le dire, un journaliste à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il archivait tout et gardait tout avec un soin maniaque. Et du coup, pendant nos premières sessions de travail avec Antoine, on se retrouvait chez lui et il avait des énormes classeurs. Et c'est son père qui avait archivé lui-même tous les documents qui avaient trait à l'île. Mais du coup, on trouvait, je dirais presque tout et n'importe quoi. Il y avait à la fois les centaines de photos qu'il a prises lui-même sur l'île, où il se mettait en scène, il prenait en photo le chien, il prenait en photo le décor. On avait aussi les factures de l'époque, même ses devis, parce que du coup, c'est lui-même qui a rédigé et imaginé ce dont il pensait avoir besoin sur l'île. C'est-à-dire même soit les carabines, comment construire la cabane, etc. Donc on avait les devis, on avait trop de choses, et on avait aussi même des documents des journaux de l'époque. Et c'était assez amusant de voir comment c'était perçu à l'époque. Et puis c'est vraiment avec des titres à l'ancienne, du genre du rififi sur une île. Enfin c'est assez décalé. Et puis et d'ailleurs on trouvait ça intéressant de les retrouver à la fin, parce que on avait une surabondance d'archives. On avait aussi les chroniques radio. Heureusement on les a eu retranscrites à l'écrit, parce que je pense qu'aujourd'hui, les bandes sont perdues, j'imagine. Ouais. Et la pièce maîtresse, c'était vraiment le journal intime du père d'Antoine. Et ça, c'est un livre du coup que tu avais récupéré il y a quelques années. Mais tu tournais autour parce que il est un peu dans son jus. L'écriture est vraiment datée. C'est écrit vraiment tout petit. C'est difficile de le lire. Hein. C'est-à-dire que nous, à la presse, on avait reçu également ce petit carnet. Et j'ai essayé de le lire. Et effectivement, c'est une écriture un peu spécifique avec l'encre de l'époque, etc. Donc, il y a certainement que les proches qui peuvent réussir vraiment à détecter tout ce qui est écrit dessus. Hein. Déjà, il avait une écriture en pâte de mouche. Et en plus, dans les conditions où il écrivait là-bas, sur son île, avec la chaleur, l'inconfort, on l'a fait décrypter littéralement le manuscrit. On l'a donné à quelqu'un dont c'est le métier de réussir à traduire des manuscrits, et qui nous a. J'ai enfin pu lire ce qu'il y avait dedans. Vous avez pleuré à la lecture de tout ça? Vous avez été ému? J'ai ému certainement, oui, très certainement, parce que évidemment il y a un fossé considérable entre ce qu'il raconte à la radio, où il fait le compte rendu de sa journée, donc c'est une aventure, et puis il y a ce qu'il ressent vraiment sur cette île, dans cette solitude folle,
qu'il recherchait, mais qui en même temps pas tout à fait l'idée qui s'était fait de la solitude. Donc il y a tous ces états d'âme, ces souffrances, ces inquiétudes, et donc c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a à la fois la parole officielle et puis la parole privée, et puis le point de vue d'un môme qui entend ça, et puis le point de vue d'un vieux, celui que je suis aujourd'hui, qui regarde cette histoire avec dans le rétro, quoi, qui est voilà, c'est la manière dont tout ça s'agence fait la particularité du livre. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est les dessins qui sont pour moi vraiment c'est un objet d'art, c'est-à-dire que il y a parfois des peintures. Pour moi, c'est vraiment des peintures et donc j'ai trouvé ça magnifique, même quand on peut voir Antoine aujourd'hui, c'est tellement en fait réaliste et tellement bien fait et bien dessiné. Vraiment, j'étais impressionné par cet objet graphique où je me suis dit OK, on a une bande dessinée, mais on n'a pas une simple bande dessinée, on a un vrai objet là qui vraiment quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit waouh, c'est magnifique. Moi j'adore les BD et là j'ai trouvé vraiment l'objet très réussi. Bravo pour les dessins parce que il y a aussi un côté vraiment peinture des fois. Est-ce que c'était l'idée aussi de mettre ça un peu comme une toile? Déjà merci pour tous ces compliments. C'est dommage du coup que ça s'arrête parce que c'était très agréable. Je peux continuer. Non, mais effectivement, on est sur une histoire hors norme et complètement insolite. Et j'avais envie graphiquement le bouquin rendre compte de ça. Et aussi, d'une certaine manière, c'est une histoire de solitude et une histoire presque de souffrance parce qu'on est sur quelqu'un qui est dans des conditions très difficiles et il y a un côté très monotone et très répétitif. Et du coup, pour casser ça, je voulais vraiment dynamiter la mise en scène. Et en fait, il n'y a pas de case. Je dessine jamais de case. Et il n'y a pas deux pages qui se ressemblent. Et quand on tourne la page, on ne sait pas si on va avoir une image en double page ou si au contraire, on va avoir des dialogues. Et j'aime bien le fait de surprendre le lecteur comme ça. Et on a vraiment fonctionné à l'instinct. C'est-à-dire que on est parti sans plan défini. On avait, comme je disais, cette surabondance de matériel. On savait pas trop quoi en faire. On partait un peu dans toutes les directions. J'ai commencé vraiment à dessiner avant même qu'Antoine écrive. Ensuite, il s'est mis à beaucoup écrire aussi. Et il y a certaines fois où on avait des espèces de fulgurances. Et justement, la scène que vous venez de mentionner, où on voit Antoine aujourd'hui en train de discuter avec son père, on s'était pas dit qu'on mettrait cette scène dans le livre. Et c'était un moment où je discutais avec Antoine et tout de suite je me suis dit tiens ça pourrait être, je sais pas, ça m'est venu comme ça pourrait être drôle son père soit tout petit dans sa main et qu'il discute avec lui. Et du coup j'ai même eu un peu de mal, je me suis tourné vers toi, je lui ai dit est-ce que je pourrais te prendre en photo Antoine collectionne énormément de figurines Pixie. Okay. Et du coup il a pris une figurine de OSS 117 et je l'ai mitraillée de photos. Ah oui, et je savais même pas si j'allais l'utiliser. Il a joué le jeu parce qu'en plus je lui avais même pas parlé de la scène et au final j'ai esquissé cette scène là, mais il y avait pas de dialogue du tout. Et Antoine s'en est emparé à son tour. Et en fait, tout le livre s'est fait comme ça. C'est un travail vraiment collectif. Ouais, complètement. Et je dirais qu'il n'y a pas une scène qui n'ait pas été faite comme ça en collaboration. Soit l'idée venait du dessin, ou au contraire, l'idée venait de l'histoire. Et j'essayais, moi, de voir comment l'amener dans la mise en scène. Et ça, c'était hyper agréable et rafraîchissant. Et c'est vrai que du coup, cette liberté dans le dessin elle témoigne aussi de cette manière de faire. Xavier, Antoine, on passe maintenant à la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Pourriez-vous être capable de faire ce qu'a fait Georges? Si moi je serais capable de tenir sur une île comme ça, non. Ouais. En fait, ça m'a traversé l'esprit à l'époque quand j'ai eu 40 ans, c'est-à-dire l'âge de mon père quand il est sur son île. Je me suis dit tiens, ce serait peut-être marrant d'y aller et juste de tenir un jour de plus. Mais... Ah oui, quand même un jour de plus. Non, mais c'était... Il tient quand même longtemps, je vais pas raconter le livre, mais il tient quand même longtemps. Il tient 4 mois, mais c'est une idée à la con. Et évidemment, j'avais pas commencé à jouer à ça avec mon père. Ça m'a traversé l'esprit d'aller voir à quoi ça ressemblait vraiment cette île. Et puis j'y ai renoncé parce que c'est tellement loin, c'est aussi loin que Sainte-Hélène. Et votre papa, il a cette notion d'aventurier, de découverte. Et je me suis dit, en lisant ce livre, est-ce qu'il pourrait y avoir toutes les aventures de Georges? C'est-à-dire qu'on pourrait partir dans un autre pays et découvrir ce qu'il a fait. Est-ce que c'est dans l'idée? Non, c'est pas une idée. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un livre sur le Groenland, un livre sur sa traversée de l'Amazonie, un livre, peut-être pas un livre sur son aventure dans son zoo, là, quand il s'est fait enfermer. C'est un vrai personnage, au final, de bande dessinée. C'est un personnage assez... c'est Tintin, quoi. Oui. D'ailleurs, Tintin, c'était vraiment avec Albert Londres. Il y a une référence dans le livre. C'est le reporter qui part avec son chien à l'autre bout du monde. Alors, il y a des aventures un peu moins rocambolesques que Tintin, mais cet esprit d'aventure, cet esprit de toujours partir, comme il disait toujours, l'important, c'est pas d'arriver, c'est de partir, toujours repartir. Et donc, l'idée n'est pas, pour l'instant, dans votre tête d'un deuxième? Pour l'instant, non. Ok. Mais enfin, si vous la mettez en germe, je sens qu'il est partant, hein, Xavier. Je sens qu'il est à fond, non?
Xavier, ça vous intéresserait de repartir sur ça? Bah, il faudrait vraiment trouver un caractère très insolite. Ok. Là, on est sur quelque chose d'assez invraisemblable. Unique. Ouais. Déjà, moi, je suis vraiment fasciné par les histoires d'aventure et par les Robinson Dad de manière générale, mais aussi parce que du coup, c'est pas du tout mon tempérament et c'est ça qui m'attire dans ces histoires-là. Et il y a quelques récits comme ça qui sont assez connus. Et là, pour nous, en tout cas, c'était vraiment du pain béni d'avoir accès à une histoire comme ça extraordinaire et qui n'ait pas encore été défrichée, quoi, qui n'ait pas eu de romans, de livres, etc. Donc, c'était génial. Et d'un autre côté, c'était aussi un espèce de saut dans le vide. Et le caractère aussi complètement fou de cette histoire, c'est que c'est quand même pas anodin de faire un livre comme ça, de dessiner une personne et l'écrire et de la composer avec le fils de la personne en question, sachant aussi que les autres enfants de Georges allaient le découvrir. Donc, du coup... Justement, ils ont réagi comment? Bah, avec beaucoup d'émotion. Ouais. Vraiment, je dis pas ça, c'est pas une réponse convenue, mais en fait, c'est une histoire familiale. C'est l'histoire d'un aïeul qui est un personnage plus large que la vie, quoi, qui est parti vivre cette aventure, mais qui avait du mal à communiquer dans la sphère privée sur ses émotions, sur... Il ne parlait pas, hein, c'est ce que vous racontez, il parlait très peu de ses aventures et de ses histoires. Il était factuel, quoi. Ouais. Il était beaucoup de pudeur. Donc, j'ai l'impression que moi, d'abord, c'est un livre qui m'a fait du bien. Je l'ai pas fait parce que ça allait me faire du bien, mais ça m'a fait du bien en chemin. Et je crois que tout le monde en tous les cas dans la famille, est ravi d'avoir cette trace. Voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis José Garcia. Plutôt pour toi, Antoine. je pense. Ça m'évoque pas grand-chose. Moi, ça m'évoque un vin rosé de qualité assez discutable qu'on trouve maintenant dans les TGV et quelqu'un dont je passerai volontiers le numéro de téléphone en Belgique puisque je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. C'est vrai, alors j'allais y venir avec que c'est running gag de numéro de téléphone. Ouais, non, mais c'est fini. Je dis, c'est vous le fini. faites plus. On le fait plus, non, parce qu'à chaque fois, on faisait exploser le standard. Ah oui. Vous avez Il changé de fallait- numéro à chaque fois? Bah oui, on est obligé de tout changer, refaire tout le carnet d'adresses, c'est un enfer. Donc voilà, il y a un pacte. Ah, il y a un Un pacte pacte maintenant. de D'accord. Mais non-agression. est-ce que le oui. pacte, il se limite à la France métropolitaine ou est-ce que dès qu'on quitte la France... Non, il tient pour le monde. Ah, il tient pour le monde entier, Russie d'accord. compris. Si je vous dis la solitude, ça vous évoque quoi? À toi de jouer. Euh, C'est du créateur de BD. Et complètement. Bah, je pense que c'est quelque chose qui nous lie déjà tous les deux et puis Georges aussi. Ouais. On est des personnalités qui aimons créer des choses, qui aimons discuter et rencontrer les gens, mais on a aussi énormément besoin de cet îlot de solitude qu'on décrit dans le livre. Et pour moi, la solitude, c'est quelque chose de génial. Et c'est vrai que je me rends compte finalement que moi, ma vie est assez atypique, c'est-à-dire que j'organise mes journées comme je veux. Je me dégage des temps seul pour réfléchir sur ma vie, sur les bouquins que j'ai envie de faire. Et ce rapport à la solitude, il est hyper important pour moi. Après, ça veut pas dire que je suis tout le temps enfermé. Au contraire, je trouve qu'on apprécie encore plus la compagnie humaine quand justement on a ce moment à soi. Et du coup, c'est aussi ce qui me séduisait dans ce projet, c'est que je comprends cette quête de solitude du père Antoine, complètement. Si je vous dis la vie de couple, ça vous évoque quoi? Bah, ça nous concerne tous les deux. Parce qu'en fait, On peut officialiser le- ouais, on Ah, va d'accord. officialiser aujourd'hui. Ok. Oui, mais c'est un ouvrage qui nous a permis de nous retrouver, de nous découvrir, de comprendre notre véritable C'est identité. une nouvelle jeunesse pour toi. C'est une nouvelle jeunesse pour moi. Certes, il y a une différence d'âge entre nous. Non, Mais légère. enfin, quand l'amour est là, l'amour Oui, est là. bien hein. sûr. D'ailleurs, tu m'as dit, arrête-moi si je me trompe, tu avais découvert le plaisir du coup. Le plaisir, grâce à toi. Ah, oui, évidemment. carrément. Ouais, ouais, Ah oui, ça ne m'était Vous jamais arrivé de vous ma l'avez vie. découvert sur le tard. Ah, Ouais, 60 ans. et comment, à 70, et comme on a des enfants, chacun de notre côté, bah, ça Ouais. fait une grande famille, en fait. Bah, on Ah, peut oui. pas. C'était des erreurs de jeunesse. Parce qu'on s'était pas trouvé. Non, on s'était pas trouvé, on se cherchait à l'époque. C'est sympa les repas de famille, il y a du monde Ah, maintenant. il y a du monde, il y a Ah beaucoup oui. de monde, ouais. Ouais. Et la vie de couple et de votre papa, vous en parlez aussi dans les livres. C'est privé déjà, ça. Parce que vous évoquez, c'est... Oui, en fait, il s'est marié 3 fois. Ouais. J'ai 2 sœurs aînées. Son premier mariage, c'était avec Benoît de Groult. Ensuite, avec ma mère, Jacqueline Joubert. Et puis, il a son 3e mariage avec une femme qui s'appelait Anne-Marie. Mais les 2 premiers, il avait eu le malheur de tomber sur des pétroleuses féministes, alors que lui était assez macho à l'ancienne. Okay. Voilà. Donc, il a fini par trouver la bonne, quoi. Voilà. Mais c'est aussi ces départs qui ont fait que ça peut casser dans un couple. Voilà, bah oui, évidemment, quand on a un mari qui se barre à l'autre bout du monde, ouais, c'est pas- vraiment, ça c'est pas évident. solidifie pas les couples. Si je vous montre cette photo, Ouais. ça vous évoque quoi? Bah, mes parents. Ouais. Mais le moment, et ce moment-là précisément vous vous en souvenez Ça, c'était, je sais pas, pour un 7 d'or, je crois. Je Ouais. vois un bout de 7 Ouais, d'or c'est qui ça. traîne là. C'était une des multiples récompenses.
Et cette photo avec vos parents? Ils étaient là ce soir-là, ils étaient contents, parce qu'ils étaient très inquiets en fait, mes parents, quant à mon avenir. Ah oui? Et à ce que j'allais devenir dans la vie, ouais. Et ils n'étaient pas du tout optimistes. Puis en fait, quand ils ont vu que ça marchait plutôt bien, ils ont été rassurés. Et au début, quand ils vous ont vu faire vos premiers sketchs, est-ce qu'ils se sont dit c'est un clown, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Enfin, mon père avait un bon sens de l'humour, donc Okay. à la fois ça le faisait rire, et en même temps c'était un humour qui le dépassait un peu, qui était un peu radical dans les premiers temps. Mais au bout du compte, ils étaient ravis, quoi. Ils étaient ravis parce qu'en fait, ils ont vu que non seulement je m'émancipais, mais que je faisais exactement ce que j'avais envie de faire dans la vie, ce qui est quand même le but d'une éducation réussie. Si je vous dis Antoine Decaune, ça vous évoque quoi? Comment on peut vous définir? Vous êtes qui dans la vraie vie? On connaît l'homme public, mais dans la vraie vie, vous êtes comment? Je sais pas. Je suis plutôt mélancolique. Ah oui? Ouais, assez ennuyeux, je pense, dans le privé. Et justement, Vous n'êtes pas drôle dans le privé? Non, je peux même être assez sinistre, si vous me poussez un peu. Pas super bien. Ouais. Ah ouais? Moi, j'aurais plutôt dit prédateur. Ah oui, carrément. Prédateur sexuel. C'est ça. Ah oui, il a une bonne vision de vous. Ouais. On se connaît bien maintenant. Ah donc vous êtes vraiment très sinistre comme ça? Non, je suis pas sinistre, mais je suis pas un clown sans arrêt en train de faire poiler tout le monde, à raconter des conneries, quoi. Okay. D'ailleurs, aucun de tous mes amis qui sont drôles dans le métier ne le sont en permanence au quotidien à faire les poètes, quoi. Non, heureusement, ce serait épuisant. Antoine Xavier, voici maintenant le coup de pression. Le coup de pression, voici la question. Je vais revenir avec une phrase du livre, et ça va être pour Antoine, une nouvelle fois. Dans le livre, il y a marqué « De la télé, j'en ai trop fait ». Est-ce que c'est votre cas aussi? Non, je peux pas dire ça parce qu'en fait, je fais la télé que je choisis de faire toujours. C'est-à-dire, quand j'arrive au bout d'un principe, comme c'était le cas avec Nulle part ailleurs, ou avec La Gaule d'Antoine, ou Rapido, une fois que j'ai fait le tour du sujet, je vais voir ailleurs. Donc, je choisis toujours le type de télé que j'ai envie de faire, et c'est jamais une télé subie, mais c'est une télé consentie. Et puis c'est un métier maintenant que je m'amuse à le faire. Là aujourd'hui, je fais une émission de cinéma sur Canal. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça parce que j'aime le cinéma, j'aime les gens de ciné, donc j'adore aller papoter avec eux. Et puis c'est léger, c'est pas une fois de plus, c'est pas une expérience subie, jamais. Et est-ce qu'on pourra vous revoir dans un talk show quotidien? Vous l'avez animé, le Grand Journal, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose où non, ça promis, j'y reviendrai pas. Ah oui? Non, mais ça y est, pour les raisons que je viens de vous dire, je l'ai fait pendant 7 ans avec Nulle part ailleurs, pendant 2 ans avec le Grand Journal. J'ai fait le tour du sujet. Et le plateau, le public, la lumière, le direct, le truc à chaud, à 200 à l'heure, non, j'ai plus envie de ça du tout. Et quels sont vos projets, justement, concernant la télévision? Est-ce qu'il y a encore une émission où vous dites « Ah, j'aimerais quand même la faire une fois, je ne sais pas, une émission autour du cinéma, mais atypique, encore plus folle que celle que vous faites ?» Non, je referais bien une Gaule d'Antoine au Canada, dans les pays francophones. Canada, Afrique francophone, j'irais bien faire un tour là-bas. Ça serait plus maintenant dans la fiction et le documentaire. Et en parlant de fiction et documentaire, est-ce que ça pourrait être remis en fiction, ce livre? Je peux pas répondre à cette question. Si c'était pas fait du tout dans cette optique-là, mais l'histoire peut être clairement soit une série, soit elle est assez cinématographique, mais là pour le coup, c'est pas moi qui m'y collerais là. Ah oui? Bah non. Je vais pas passer ma vie à raconter l'histoire de mon père sur son île. Bah ça serait formidable. Ah oui, vous me voyez finir comme ça, vous. Non. Est-ce que justement, Xavier, quand on fait ce livre, est-ce qu'on le construit comme un film? Est-ce que c'est l'idée, on le fait comme ça, on le construit comme ça? Ou alors, toi, tu es quand même très bande dessinée, mais est-ce qu'il y a quand même l'expérience cinéma d'Antoine qui fait que... alors là, c'est vrai que pour une adaptation en film, pour l'instant, la BD n'est pas encore sortie, donc effectivement, c'est chaque chose en son temps. Mais moi, quand je l'ai dit, vraiment, l'histoire est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment un film, quoi. Une série. Mais après, c'est vrai qu'en la relisant, effectivement, je me dis que ça pourrait relativement facilement devenir un film. Déjà, il y a peu de personnages, le décor est assez sain, et puis même il y a un côté un peu épique qui collerait merveilleusement bien, je pense. Après, paradoxalement, je fais de la bande dessinée, mais je suis beaucoup plus influencé par le cinéma, et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des livres assez épais avec beaucoup de pages et un rythme de lecture qui change des canons classiques, justement parce que j'ai en tête un rythme qui n'est pas le rythme habituel en bande dessinée, mais plutôt un rythme cinématographique. Ça vient peut-être aussi du fait que là, depuis quelques années, je travaille beaucoup dans le cinéma d'animation, et du coup, je commence à avoir une autre vision du rythme d'un récit, et c'est vrai que voilà, je peux pas dire de plus. Vous pouvez pas jouer votre père alors au cinéma?
Non, mais il est fou, lui. Et moi, je vous vois vraiment dans ce rôle-là. Moi, je vais jouer mon père. Bah mais, oui. non, mais c'est de la psychiatrie, là. Hein Et moi, je pense que... Moi, je joue le fils. Ouais, tu joues le chien, toi. Et tu joues Antoine Decaune, Xavier Coste, ce livre qui va sortir, Il déserte, Georges ou la vie sauvage, un vrai objet, une histoire complètement incroyable. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Plaisir. Merci.